j'avoue que de voir un jeune cabinet, un tout jeune cabinet, arriver à ce niveau de qualité dans l'organisation, de qualité dans la conception de l'événement, de qualité dans la mobilisation des experts et de qualité dans l'animation de l'activité est tout simplement impressionnant. Je vais me pencher plutôt sur le choix du panel. C'est un choix plutôt très intéressant, surtout et aussi le choix des thèmes. On a eu l'opportunité de toucher du doigt plusieurs aspects qui influencent le développement de chaque personne dans sa carrière ou alors dans ses activités entrepreneuriales. Donc nos impressions sont vraiment très bonnes, voire excellentes. Donc pour un coup d'essai, ça a véritablement été un coup de maître. Donc nous tenons à saluer Madame Christelle pour l'organisation qui est véritablement réussie. Donc comme je disais, les impressions elles sont excellentes. On a eu l'opportunité d'échanger et d'écouter des professionnels dans leur domaine nous donner des conseils à la fois sur notre développement personnel, mais également utiliser nos compétences, nos qualités au service de notre carrière. Donc c'est une très belle expérience. Bonjour à tous et bienvenue à la conférence Étincelle 2024. L'idée des conférences Étincelle, c'est tout simplement de pouvoir mettre en place une philosophie, la philosophie de développement personnel au service du développement professionnel. C'est de pouvoir donner des outils, des techniques, des méthodes aux personnes en fait, qui participent à ces conférences masterclass pour pouvoir travailler davantage sur leur épanouissement dans le monde professionnel. Nous croyons véritablement que le développement personnel est la clé du développement professionnel. Et comment? Au travers de la connaissance de soi, de savoir qui je suis, au travers de savoir comment je réagis à des émotions, comment est-ce que je me comporte avec les gens, quelles sont mes valeurs, quels sont mes fondements en tant qu'individu. Nous avons eu comme premier intervenant déjà Christelle Bonga-Ipé, que je suis, et nous avons parlé en fait de productivité, comment miser sur soi, comment être beaucoup plus productif dans notre quotidien et sur le long terme. Alors la thématique, peut-être pour introduire la thématique de la productivité, je pense que c'est une thématique qui est assez prédominante dans nos organisations, dans nos entreprises et pour nous-mêmes, hein, même également dans notre vie personnelle. 50% des cas, l'unique fauteur de troubles, c'est nous-mêmes. Et nous-mêmes comment? Au travers de nos pensées. Parce que nous avons peut-être commencé quelque chose, et puis au fur et à mesure, pendant qu'on est en train de penser à ça, on est sur le téléphone, on pense à la nourriture qu'on doit servir, on pense aux enfants qu'on doit aller prendre à l'école. C'est ce qu'on va appeler après une attention divisée. Donc du coup, le cerveau, parce qu'il est en activité constante et qui n'est pas focalisé sur quelque chose, va nous mettre dans un état de distraction et de déconcentration. Deuxième constat, c'est que 80% de la population rencontre des problèmes de procrastination. La procrastination, c'est cette manie que nous avons à dire à chaque fois « je vais faire demain ». Non, finalement, pas aujourd'hui, mais je vais faire après-demain. Et après-demain, non, finalement, je vais faire encore après-demain. Et dans les 80% de ceux qui procrastinent, on a 20% qui sont des procrastineurs chroniques. Ça veut dire que le je remets à demain, là, ça ne finit jamais. Et finalement, on ne fait pas ce qu'on s'est dit qu'on devait pouvoir faire. Tu as parlé de ne pas multiplier des to-do list. Alors nous sommes des femmes, on sait qu'on a souvent mille et une choses à faire. Alors comment je fais ma to-do list du bureau et je mets dedans après que je dois faire la cuisine, je dois aller chercher les enfants à l'école. Est-ce que ça reste quelque chose d'efficace si je mélange mes tâches professionnelles et non professionnelles? Mélanger, c'est juste pour vous éviter d'être dispersé.
Maintenant, il ne s'agit pas de la to-do list classique et de se dire, comme c'était l'exposé, donc je ne pouvais pas, j'avais 15 minutes, bon maintenant je développe. Donc c'est de dire qu'on a par exemple, je dis n'importe quoi, accompagner les enfants, travailler sur la stratégie 2025. Donc c'est de lister en fait ces tâches prioritaires. Parce qu'il y a aussi une règle qu'on appelle la règle des 125, où vous avez on vous demande de mettre les 25 tâches qui pour vous, voilà, font partie de votre quotidien et de vous limiter. Et ensuite, c'est de pouvoir se dire, sur les 25, quelles sont les 5 prioritaires. Lorsqu'on voit ce genre d'exposé et lorsqu'on est au contact de ce type de conseil, ça donne souvent un peu l'impression qu'il faut être Superman. Il faut se lever à 5 heures, il faut faire sa liste, il faut machin, il faut éviter le fromage, Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes neurologiquement programmés pour remettre à demain en fait ce qui ne nous inspire pas. C'est normal. Quand on fait quelque chose, on dit je vais faire demain. En vrai, ça veut dire que peut-être que j'ai pas envie de faire ça. Peut-être que ça m'ennuie. Et il faut pouvoir se poser les bonnes questions. Donc la motivation aussi, oui, est très importante parce que pour être productif, il faut vouloir faire quelque chose. Donc je le fais et je le fais bien. Donc c'est très important. Merci à tous aussi. Nous avons pu bénéficier des éclairages de M. Freddy Tala qui est revenu sur comment transformer ses limites en opportunités. Tout le monde a connaissance de ça, to be or not to be. En français, plus simplement, on dira l'anglais est bien parce qu'il y a cette dualité. To be, c'est vouloir être, et to be également, c'est être. L'ambition que vous avez, c'est pour satisfaire qui? Vous-même d'abord, parce qu'en fait, il s'agit de votre état d'esprit et de votre fierté ou de votre ambition personnelle. Mais pour y arriver, vous devez convaincre des personnes qui, par leur reflet, vont vous donner la sensation que vous êtes arrivé. My question is about, you said to visualize, that having an image and give the means. But if the means that you need to optimize or to maximize is based on certain content, how are you going to do? The interesting fact about having clarity and visualization so that you would be able to identify the challenges, because everyone is coming from a different context, and different context means different challenge to achieve the same vision. That it will help you to evaluate, understand, and being prepared for the challenges. It's better to go through a challenge that you understand than to be surprised by one that just hit you when you're not ready for that. Est-ce que vous aurez un outil qui pourrait permettre à une personne lambda de pouvoir se livrer à cette identification de ses forces et faiblesses et être certain qu'il va percuter au moins 90% de façon sûre? Les outils que vous utiliserez en famille, avec votre épouse, ne sont pas les mêmes que vous utiliserez en ressources humaines, ne sont pas les mêmes que vous utiliserez dans la conduite. C'est-à-dire chaque métier a un ensemble de structuration, mais les principes sont les mêmes. Je prends un exemple en architecture. Si on veut construire un immeuble, on commence par le design. C'est tout un métier pour avoir une vision 3D. Mais vous ne pouvez pas démarrer la construction de cet immeuble à partir du design. Il faut un plan d'architecture. Il faut des choix de matériaux. Ensuite, il faut quantitatif. Il faut un build of quantity qui est tellement structuré qu'on peut se dire oui, parce que quand vous avez structuré votre build of quantity, vous aurez un chiffre derrière. Ça coûte combien? Qu'est-ce qui est disponible localement? Qu'est-ce qui n'est pas disponible? Il y a un adage qui dit « autrui m'empêche de vivre ». C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, c'est parce que les autres nous regardent. Par exemple, si j'avais envie de venir et de sentir le sol marcher sans chaussures, je suis sûre que quand Christelle va me voir, elle va dire, mais c'est comment? Est-ce que dans ce monde-là, on peut véritablement évoluer sans les yeux qui nous regardent? Si on est dans la singularité, effectivement, nous sommes influencés par le regard de l'autre. Mais si nous sommes dans la communauté, le regard de l'autre nous renforce et nous valide. Si vous arrivez ici toute seule nu-pied, effectivement, on va vous regarder vos pieds. Mais si vous êtes 5 à arriver nu-pied, c'est déjà pas mal, ça devient une tendance. Et parce que quelque part, on parle de marque,
qui on veut être, quelle image nous voulons laisser de nous. Nous sommes par définition périssables parce que nous mourrons tous. Ce qui nous rend éternels, c'est la communauté et le sens que nous avons laissé à la communauté. C'était un exposé très édifiant qui a été suivi par l'intervention de Josiane Chungi qui nous a parlé des clés de la réussite, de comment est-ce qu'on peut faire, quelles sont les valeurs, quels sont ces essentiels, ces bases que nous devons pouvoir avoir pour parler de réussite, pour espérer réussir dans la vie. Quand on parle de réussite professionnelle, ce qu'on voit, c'est parfois la veste, c'est parfois la voiture, c'est parfois, je ne sais pas moi, la business class. Et voilà. Donc, on voit le succès. Certains disent même que c'est de la chance. Chacun voilà, choisit ce qu'il veut. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui est en dessous. L'iceberg de la réussite. C'est tout ce qui est en dessous. Les leviers de la réussite professionnelle. Donc, j'ai fait exprès de mettre derrière le triangle. Quand on parle d'objectifs personnels clairs et se donner les moyens de les atteindre, quelquefois, les gens ne sont pas assez attentifs. Je crois que quelqu'un a parlé des questions de santé là tout à l'heure. On est responsable de notre santé. On est responsable de notre santé. Et si on ne l'a pas compris, dès lors qu'on est vraiment à ces phases-là, ça va être difficile. On a eu des collaborateurs qui pensent que le fait de vous donner un arrêt maladie justifie tout. Ça ne justifie pas tout. On est responsable de notre santé. Si quelque part, vous êtes coupable, entre guillemets, je dis bien si, d'être dans cet état de santé-là, ça veut dire que vous n'avez pas été au point. C'est ça. On doit être au point. Parce que fixer des objectifs personnels, se donner les moyens de les atteindre, c'est travailler, connaître l'environnement dans lequel on est, et ainsi de suite. Et ce que je dis toujours aux employés, c'est d'être créatif. Il faut être différent. Quand on atteint un certain niveau managérial, les sujets de l'entreprise sont vos sujets. Même si ce n'est pas directement dans votre rayon d'activité. Les sujets de l'entreprise sont vos sujets. Alors, toujours dans l'esprit de partage, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ton adrénaline? Parce qu'on voit le parcours que tu as partagé là. Il est brillant, il est élogieux. Mais certainement que tu as des boosters qui te permettent à chaque fois de ne pas flancher, d'avancer, toujours dans cet esprit de partage. On aimerait bien savoir. Peut-être un environnement familial quand même, il faut le dire, qui était peut-être aimant, peut-être vraiment un certain nombre de valeurs partagées par mon père qui est parti tôt et pour qui vraiment, quand je pense à lui et je pense à son nom que je porte, c'est-à-dire que je me sens une responsabilité telle que... Et à chaque fois, je me dis, j'aimerais qu'il soit fier de moi. C'est resté, hein, ça, vraiment, on est des enfants devant nos parents. Je voudrais savoir, si c'est vraiment un cas particulier à votre vie, comment est-ce que vous avez comment vous avez fait lorsque vous aviez affaire à des patrons, on va dire, compliqués? Moi, souvent, j'ai eu avec mes boss, c'est que quelqu'un ne cherche pas, en tout cas, n'impactait pas ma liberté de penser. J'ai eu un boss comme ça, hein, il te dit que, cette chemise est bleue. Il veut que tu la vois rouge. Comment tu fais ça? Ensuite, Edith Keng nous a parlé du personal branding, comment développer sa marque personnelle et l'importance surtout de développer sa marque personnelle. Je vous prie de noter sur vos différents carnets une super compétence, une super compétence en 1 minute et de retrouver dans la salle quelqu'un qui a besoin de cette super compétence-là. C'est-à-dire partager votre méthode déjà. L'écoute active. Ok. C'est-à-dire la personne a parlé, j'ai identifié en cette personne un besoin, une souffrance entre guillemets. Il faut que je vende ma super compétence. Donc je suis allée vers les autres. Et dans cette démarche-là, j'ai fait le tour et j'ai trouvé quelqu'un qui achetait ma super compétence. Je pense que ici nous avons certainement des entrepreneurs, des managers, des non-managers
D'accord? Pour un entrepreneur, par exemple, quand il se lance, pourquoi les gens achètent? Les gens achètent sa compétence, achètent ses valeurs, achètent son apparence, sa réputation aussi. Votre marque personnelle, c'est un capital qui peut attirer des opportunités ou repousser des opportunités, d'accord? Il faut le nourrir. Il faut communiquer, d'accord, sur sa marque personnelle auprès des bonnes cibles pour pouvoir attirer donc ces opportunités-là. La question aujourd'hui est de savoir est-ce que vraiment on ne peut pas utiliser d'autres outils qui nous permettent de miser sur la substance, mieux nous positionner et atteindre une meilleure cible. Parce que, disons-le clairement, LinkedIn, c'est la même chose fondamentalement que TikTok. C'est un ensemble d'algorithmes qui valorisent le remplissage. Quel est votre objectif? Quelle est votre cible? Voilà, c'est l'objectif qui vous guide. Si vous êtes sur LinkedIn parce que vous cherchez du travail, c'est votre objectif. Sachez également que dans une audience, tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Le docteur Sadjo nous a parlé de la résilience, de la passion et de la discipline comme éléments qui nous permettent de pouvoir réussir. La résilience, la discipline et la passion comme des indispensables pour réussir. Je m'adresse ici à des êtres humains qui ont besoin d'accomplissement, de manière vraiment avec un grand A. Parce que quand on parle de la réussite, je veux bien qu'on parle de la réussite professionnelle, mais pour moi, la réussite professionnelle n'est qu'un aspect de la réussite de l'homme que nous devons être. Et si elle peut déterminer notre réussite, ce n'est qu'une certaine réussite. Pour moi, je dis qu'il faut parfois abandonner la discipline. D'ailleurs, même, il ne faut pas être... Je ne dis pas qu'il faut être indiscipliné. Je dis qu'il ne faut pas suivre la discipline de manière obtuse. Il faut aussi laisser un peu de spontanéité, disons même beaucoup de spontanéité, parce que c'est dans la spontanéité qu'il y a la créativité. Docteur Sadjo, en lien avec la discipline, alors je souhaite savoir à quel moment on reconnaît qu'on est dans la dose idéale pour s'arrêter. La discipline n'est pas une notion, j'ai envie de dire, quantitative, d'autant plus que la discipline suit aussi la dynamique de l'action ou de la réalisation du projet. Vous allez voir que généralement au début d'un projet, on est beaucoup plus ramassé sur soi-même, beaucoup plus concentré, donc beaucoup plus discipliné si j'ai pu dire. Parce qu'on a aussi le stress de l'inconnu. Mais à mesure que le projet avance, on se rend compte d'ailleurs que certaines choses qu'on avait envisagées comme étant difficiles ne le sont pas. Des choses, les inconnus commencent à devenir connus et puis on a un peu de relâchement. Donc j'aimerais quand même dire que dans la résilience, les personnes qui sont résilientes, on peut leur accorder que c'est une qualité. La résilience, pour quelqu'un qui est résilient, s'il s'avère au résultat que la personne est résiliente, cela devient donc une qualité. D'autant plus que ça ne peut pas être un défaut. Donc, on va se mettre en action. Je vais vous demander de choisir un binôme. Il y en a qui auront le luxe d'avoir comme coach les personnes, les panélistes ou les DRH qui sont là. C'est l'occasion. Est-ce que vous voulez être le coaché ou est-ce que vous voulez être le coach? Bon, ceux qui ont déjà les seniors, c'est évident. Quels sont les objectifs qu'ils souhaitent atteindre? C'est ça la question que le coach va poser, le propose. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Deuxième question, la situation actuelle. Aujourd'hui, quelle est sa situation actuelle? Ce sont les questions du coach. La troisième étape, c'est de poser la question à la personne, de savoir qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre son objectif aujourd'hui, c'est la résistance. Quelles sont les ressources dont il dispose actuellement et où est-ce qu'il peut les trouver? Et vous lui posez la question. On est vraiment dans une série de questionnements. Est-ce que la conversation que vous avez eue vous a permis de progresser d'une manière ou d'une autre? J'ai pu
revoir encore avec une des yeux externes mes objectifs avec Madame Yang. Et c'était vraiment un échange. C'est vrai qu'elle m'a rien donné comme réponse, mais elle m'a donné tous les outils en fait pour répondre moi-même. Alors je lui parlais de mes aventures sur LinkedIn très récentes et elle m'a donné un petit cours là-dessus sur comment je vais faire. Donc je vais atterrir à 2000 abonnés d'ici le 31 décembre. Voilà. Et je vais lui laisser la parole aussi pour qu'elle dise si elle a appris quelque chose de cet échange que nous avons eu. Elle m'a donné plein de tips que je vais m'empresser d'appliquer dès lundi. Donc j'espère que normalement, avec tout ce que j'ai appris, ça devrait, c'est un début de solution pour les difficultés que je rencontre. J'espère que vous serez dans l'état de laisser jaillir l'étincelle en vous au terme de cette conférence. Merci encore à tous. L'ambition, c'est de pouvoir répéter ces expériences-là au travers d'ateliers thématiques beaucoup plus condensés, beaucoup plus courts, mais surtout, je vous donne rendez-vous à la conférence Étincelle 2025. SLS, activateur de croissance.